Bonjour et bienvenue sur le plateau de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de Dreamcatcher CS, l'agence de consultants experts en business développement. Nous sommes dans les bureaux d'Excelsior, agence digitale spécialisée dans les métiers du Web3, pour un sujet passionnant qui est l'alignement sales et marketing. Un grand merci aussi à la société Sismic avec laquelle nous travaillons depuis des mois sur ce sujet, à savoir alignement sales et marketing aujourd'hui, crainte, frustration, dysfonctionnement ou réel levier de rentabilité qui est aujourd'hui essentiel vu l'actualité économique. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à mes intervenants du jour pour se présenter, nom, prénom, société dans laquelle vous travaillez et surtout à quel problème répond votre offre de produits et services. Tina, je te laisse la parole. Merci. Alors moi, c'est Tina Radao, je suis marketing manager chez October. Et October, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de prêt aux TPE-PME et on répond aux besoins de financement des entreprises grâce à du coup, une plateforme qui est 100% en ligne, simple et super rapide. En quelques clics, on peut obtenir un prêt qui sera en 7 jours sur le compte. Quelle belle promesse. Voilà. Merci Tina. Maxime. Bonjour, donc Maxime Winman, je travaille chez Celsi. Celsi, c'est une solution pensée pour les TPE-PME qui leur permet de gérer efficacement et simplement tout leur processus de gestion client, de la vente jusqu'à la facturation. Et je suis CRO chez Celsi, c'est un métier assez nouveau. CRO, ça rassemble en fait justement les équipes marketing et les équipes sales. Et donc je suis ravi de pouvoir participer à cet échange aujourd'hui. Super. Vincent. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis Vincent Châtelain, je suis Team Lead Sales chez Lemonway. Lemonway, c'est un établissement de paiement français et européen qui offre des services de paiement pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding. Et donc, j'ai l'occasion, avec mon équipe, de discuter tous les jours avec des clients pour leur faire découvrir notre solution et la mettre en place dans leur marketplace. Super. Romain. Romain Francia, vice-président Sud-Europe chez Seismic. Donc, je suis ça depuis à peu près 2 ans et notre solution, en gros, c'est de faire en sorte que les sales et les marketing se parlent et travaillent main dans la main tous les jours. Voilà. Donc un sujet pointu que tu vas adorer, j'imagine, aujourd'hui. Effectivement. Alors, pour toujours aller dans le vif du sujet, Vincent, je vais te poser une première question qui peut te paraître toute bête, mais lorsqu'on la pose à des sales, finalement, on a des réponses qui sont extrêmement différentes. Déjà, pour toi, en tant que sales, le marketing, ça sert à quoi? Quelles sont tes attentes vis-à-vis des équipes marketing? Ouais, c'est une bonne question et effectivement, j'imagine que tu as plein de réponses différentes sur cette question. Le marketing, avant tout, c'est l'image de la société. Et donc, cette image, les sales représentent la société auprès des clients. Et donc, c'est grâce au marketing qu'on a une super image. Et cette image, c'est une jolie page LinkedIn, mais aussi des présentations, mais aussi la capacité d'avoir un deck qui me permet de mieux vendre les produits qui sont proposés par la société. Et donc, voilà, le marketing, c'est un vrai appui à la vente qu'on utilise tous les jours et qu'on essaye aussi d'enrichir avec des feedbacks du terrain. Voilà, pour moi, c'est un peu ça le rôle du marketing et la manière dont on travaille avec. Donc déjà, plutôt une belle image du marketing, c'est sympa. Très belle image du marketing. Je ne mets pas encore les pieds dedans, on va peut-être avoir des sujets ensuite. Mais globalement, une bonne image du marketing. Effectivement, moi, j'ai toujours travaillé avec les équipes marketing de mes sociétés, encouragé à développer des choses ensemble. Et donc, on fait partie d'ailleurs de la même équipe commerciale chez Lemonway. Et donc, bonne image. Ça marche. Tina, est-ce que tu es, toi, en raccord finalement avec cette description des équipes marketing qui servent à faire une jolie vitrine finalement de la société? Est-ce que cette réponse te semble cohérente? Et est-ce que déjà, si on met un peu les pieds dans le plat, tu as déjà des frustrations par rapport aux attentes justement des sales vis-à-vis de tes équipes marketing? Que ça soit dans ta boîte ou dans tes précédentes boîtes? Oui, bien sûr. Déjà, pour rebondir un peu dessus, oui, je suis complètement d'accord. On sert au marketing à faire rayonner la marque à travers nos différentes interfaces, le site web, les réseaux sociaux, etc. Mais on n'est pas là que pour ça, évidemment. Et si en plus on pouvait avoir l'appui et le soutien des équipes sales sur cette partie-là, déjà, ce serait un plus énorme pour nous. Parce que si je mets moi les pieds dans le plat,
C'est vrai que par exemple, on fait beaucoup d'efforts pour avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux et notamment B2B sur LinkedIn qui est notre réseau de prédilection. Mais qu'à côté de ça, on a aussi besoin d'un soutien des équipes sales parce que le personal branding, c'est quelque chose aussi d'important. Relayer les informations de la marque via son compte personnel et s'approprier un petit peu donc du coup cette partie-là, cette visibilité de la marque, c'est aussi important pour nous. Et si je peux donc évoquer ce petit point de frustration, c'est que les sales ont parfois tendance à s'appuyer uniquement sur les posts que la marque fait, que October fait par exemple, et que derrière, on aimerait quand même qu'ils s'approprient tout ça, qu'ils fassent leur propre post, qu'ils puissent vraiment communiquer à leur communauté qui est présente sur les réseaux sociaux et qui font potentiellement partie de nos prospects. Nous, les communications que nous on construit derrière, quoi. C'est quelque chose qui revient assez souvent, hein, les sales assez passifs dans la communication sur les réseaux sociaux. On sait l'importance effectivement du social selling. Alors sur ce sujet-là, je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de sujets après derrière annexes. Est-ce que les sales doivent partager leur LinkedIn aux équipes marketing? Ça, c'est des grands sujets. Mais avant ça, je vais profiter un peu de ton parcours de carrière, Maxime, puisque tu as pris effectivement ton poste de CRO il y a quelques trimestres chez celle-ci. Avant ça, tu étais directeur marketing depuis plusieurs années chez Solocal. Alors, quand tu as fait ta prise de poste en tant que CRO, hein, dont l'objectif est le réalignement aussi sales et marketing, comment tu t'es interrogé? Comment tu as fait le bilan? C'était quoi ton rapport d'étonnement? Sur quoi tu t'es appuyé justement pour faire ton analyse de cet alignement quand tu es arrivé chez celle-ci? Déjà, quand je suis arrivé chez celle-ci, on avait fait le choix effectivement de regrouper dans une même équipe l'ensemble des métiers sales et des métiers marketing. Pour une raison très simple, c'est que ce désalignement marketing-sales, c'est un frein au business qui est énorme. J'ai fait 2 choses en arrivant, même 3, pour commencer dans les premières semaines. La première chose, c'est m'assurer qu'il y a un alignement des objectifs. Et ça, c'est un point très important parce que finalement, je me suis bien rendu compte, et ça c'est pareil dans toutes les entreprises, que des équipes marketing travaillent sur beaucoup de choses avec des objectifs donnés et qui ne sont pas toujours les mêmes que l'ensemble d'une équipe sales. Donc s'assurer qu'on a des objectifs communs. On a bossé tous nos OKR d'ailleurs ensemble en s'assurant que chaque OKR soit porté par le marketing et par le sales et qu'il y ait une transversalité dans ces OKR, surtout sur la fin de l'année 2022 pour 2023. Premier point. Deuxième point, un alignement des définitions. Un taux de transfo n'avait pas la même définition au market et côté sales il y a encore 6 mois chez celle-ci. Donc c'était important qu'on parle le même langage. Et ça, c'est crucial simplement pour pouvoir y arriver. Et enfin, troisième chose, et c'est aussi un point important et qui caractérise ces 2 univers du sales et du marketing, c'est créer plus d'empathie entre les 2 directions. S'assurer qu'il y a un peu une philosophie d'être in the shoes de notre collègue et de mieux comprendre en fait son quotidien. Et là-dessus, je vais être très honnête aussi, mettre un peu les pieds dans le plat, je pense qu'il y a toujours une relation un peu plus individualiste chez un commercial qui va avoir sa vision, son prisme, et c'est son ADN, et sans doute un collectif plus fort dans une équipe marketing. Et c'est important de comprendre finalement le métier et le quotidien de chacun pour réussir à mieux travailler ensemble. Et c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place chez celle-ci pour faciliter la relation entre ces 2 univers qui sont finalement pas si distincts. Je comprends. Donc 4 points que je relève. Vérifier l'alignement des objectifs, que ça soit mis en lumière justement par des OKR communs, vérifier qu'on parle tous le même langage, même terminologie, et bien évidemment le côté soft, le côté humain, qu'on vise toujours dans la même direction. Donc ça, c'est vraiment les 4 points sur lesquels tu t'es interrogé à ton arrivée chez celle-ci. Exactement, et c'est sûrement pas terminé. Et je pense qu'il y en aura effectivement d'autres. Romain, là on arrive un peu dans ton cœur d'expertise, donc je vais rebondir effectivement sur toi. Alors je sais que tu restes très dans l'opérationnel, même si tu es VP Sales, pour montrer l'exemple à tes équipes, surtout dans cette situation marché, que tu es toujours effectivement, tu t'occupes toujours aussi à faire du new business, aller rencontrer des grands comptes, des comptes qui sont clés. Alors justement, quand tu fais ta découverte des besoins, lors de tes premiers rendez-vous d'affaires avec ces comptes clés, quelles sont les questions que tu vas leur poser à la fois pour toi, pour bien comprendre leurs problématiques sales et marketing et leur faire comprendre les enjeux qu'il y a derrière pour bien évidemment après derrière proposer la solution sismique. Tout à fait. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, en fait finalement on n'a pas trop besoin de poser énormément de questions quand on rentre sur des comptes enfin, grands ou moins grands. Je pense que le constat il est assez évident des 2 côtés. Si on s'adresse à des personas plutôt sales,
je mets les pieds dans le plat, on va tomber sur des réflexions du style le marketing ça sert pas à grand chose, où elle est où la dernière présentation et finalement tu prends une version qui a à peu près 6 mois et que personne ne trouve bien et qu'on va modifier en plus à la volée, chacun dans son coin, ça c'est pour les équipes sales. Le type de feedback qu'on va aussi avoir c'est quoi ces leads? Tu parlais de taux de transfo, c'est quoi ces leads? Tu attires des touristes sur le site, mais sinon il n'y a pas vraiment d'acheteurs potentiels. Donc ça, c'est un peu les stéréotypes de la vente. Quand on en vient à parler de la collaboration et des OKR ou des objectifs communs. Donc les questions, elles sont là, elles sont effectivement autour des objectifs. Est-ce que vous avez déjà la même définition et les mêmes objectifs? Et d'un point de vue marketing, il y a une chose nous on ressort systématiquement, c'est en moyenne le contenu qui est produit, parce que nous on a tout un moteur d'analytics derrière la plateforme. Un contenu qui est produit, que ce soit un PowerPoint ou une vidéo qui est envoyée par un sales, alors déjà pour les équipes marketing, il est perdu, il est inexistant une fois qu'on l'a envoyé par email, dans la plupart des cas, il a disparu. La question c'est, mais est-ce que vous savez ce qui est consommé ou pas? Et la réponse des équipes marketing, c'est non, on ne sait pas ce qui est fait avec. Et pour nous, les analytics qu'on a, ce qui est assez surprenant, c'est que la plupart des présentations qui sont partagées via les sales. Donc, quand tu parlais quand tu approches un compte et que tu as fait ta première démo, tu as fait ta qualif et que tu commences à envoyer du contenu, à peu près 60% des contenus produits par le marketing est consulté une fois ou moins. Et ça doit te faire mal au cœur quand ça, on entend ça fait mal au cœur. Ouais. Quand tu as la data, tu dis oula. Oui, oui. Donc la question, c'est de savoir quel contenu qui ne marche pas du tout, pourquoi il est envoyé. Est-ce que c'est à un moment donné la responsabilité des sales de mieux choisir le contenu ou de la responsabilité du marketing de finalement adapter le contenu pour que ça résonne un peu plus et qu'il y ait un peu plus d'engagement. Et donc c'est typiquement le genre de questions dans lesquelles on rentre assez rapidement avec nos prospects et nos clients d'ailleurs. Okay. Juste pour rebondir sur ce point-là, parce que je trouve ça vachement intéressant et c'est sans doute la force de Seismic aussi, c'est que le marketing a souvent tendance à être volontariste. On aimerait que les sales fassent ça, on aimerait que les sales parlent comme ça, on aimerait qu'ils utilisent ça, mais bien souvent on n'est pas assez tourné sur l'impact que ça a derrière. Et finalement un sales c'est hyper pragmatique. C'est-à-dire montre-moi que ça marche et je l'utiliserai et je serai ravi de l'utiliser. Donc prouve-moi que ce que tu me dis de faire va marcher et le sales il va courir derrière l'action demandée par le marketing. Et je pense qu'effectivement la mesure de l'impact de ce qui est réalisé par le marketing c'est un enjeu vital pour réussir à convaincre un sales d'aller dans la même direction. Et je pense que ça correspond bien à la proposition de valeur que tu viens d'évoquer de la plateforme que tu vends. Si je peux encore rebondir dessus du coup, juste un peu pour défendre le marketing, parce que c'est vrai que pour le coup, on a un peu l'impression de créer énormément de contenu et que c'est vrai que derrière, il n'y a pas forcément d'impact. Mais moi, je trouve qu'en revanche, on a de plus en plus des moyens de mesurer justement cet impact, que ce soit par des outils analytiques, etc., mais aussi un suivi, peu importe, soit sur une Google Sheet ou peu importe. Et un exemple très simple, c'est que nous, on pousse souvent nos sales à aller se représenter sur des événements, etc., être vraiment présents physiquement. Et en amont, de pouvoir organiser des rendez-vous, pouvoir générer des leads via ces événements. Et c'est vrai que derrière, on a l'impression de leur mettre en main des outils qu'ils n'utilisent pas forcément le jour J ou qu'ils oublient d'utiliser, que ce soit une app pour flasher des codes, etc., parce qu'ils sont dans le moment, parce qu'ils sont là pour se représenter. Mais donc, du coup, ce côté un petit peu égo, on est là, on discute, mais on ne cherche pas forcément aussi à appliquer le process qu'on s'était dit en amont pour pouvoir générer ces leads et les traquer par la suite. Alors juste pour rebondir, oui, justement, j'ai laissé la parole dessus, justement. En tant qu'utilisateur au quotidien, et encore il y a quelques jours, on a fait un événement avec une app à télécharger pour prendre des rendez-vous, etc. Et c'est vrai que réfléchir à des KPIs communs et en fait des victoires communes en fait l'app, tu vas la télécharger et tu vas suivre mon process, que derrière, ça va te faire un rendez-vous et ça va te faire un closing, etc. Et c'est hyper intéressant effectivement d'être aligné sur un but commun. Et en fait, ces équipes, elles ne sont pas l'une d'un côté et l'une de l'autre. Elles sont ensemble pour un but commun, c'est convertir des clients. Et sur l'autre aspect, alors ça, c'est assez énorme. C'est vrai qu'on a plein de documents, de présentations, etc. Et peut-être trop parfois. Et en même temps, je me dis... notre équipe, elle nous produit quand même des slides sur des nouveaux produits, sur des nouveaux éléments. Et où est-ce que c'est? Alors nous, on a mis en place Notion il y a quelques temps pour essayer d'avoir tout ça au même endroit.
mais ça reste encore un challenge de pouvoir se dire, tiens, je vais aller vendre cette feature. Ah oui, c'est vrai, j'ai un deck là-dessus, j'ai ça de marketing, etc. Et se replonger dedans, d'un point de vue efficacité, c'est pas toujours ce que veulent faire les équipes. Nous aussi, on utilise beaucoup Notion. Et c'est vrai qu'on a tout regroupé sur Notion. Et aujourd'hui, justement, il y a, je crois, une possibilité d'analyser le nombre de téléchargements, le nombre de vues qu'il y a sur une présentation qui est présente sur Notion. C'est encore une nouveauté, je crois. Et en fait, on voit quand même qu'à côté, on a beau avoir des outils qui sont centralisés sur le cloud, etc. Très souvent, le propre process d'un sales, c'est de télécharger le document sur son ordinateur, de faire les modifications, de se dire bon ben je l'envoie en pièce jointe. Enfin, ils n'utilisent pas forcément des outils qui sont centralisés et qui sont partagés par tout le monde. Et c'est ça un peu le reproche que je fais, mais c'est vrai qu'il faut aller dans le sens où on travaille tous ensemble sur un même outil et on arrive à avoir des stats sur ces ouvertures de présentation, etc., qu'on puisse comprendre quels sont les documents qui marchent le mieux et ceux qui marchent le moins. Sans être caricatural, les habitudes ont la vie dure chez les sales aussi. Donc réussir surtout sur des sales qui sont depuis longtemps dans un processus de vente, dans la même boîte ou dans le même processus, apporter des nouveautés dans un processus qui a priori marche à peu près pour l'optimiser, c'est très dur de faire changer les habitudes. Et le change management chez un sales, c'est sans doute un gros défi du marketing aussi. Et donc, il y a même peut-être une notion, moi je vois avec les équipes, c'est de leur vendre que cet outil sorti par les équipes marketing, ça vaut le coup. Et presque parfois, il faut aller targeter le truc. C'est OK les gars, dans un mois, on arrête d'utiliser cette presse qui est ancienne, qui n'est pas aux couleurs qu'on a sorties, etc. Et il y a presque du contrôle. Et ça se demandait si parfois marketing ne doit pas être sales pour les sales, c'est-à-dire se vendre soi-même. Ouais. Et ça, c'est assez drôle. Ouais. Après, je pense qu'il y a une opportunité énorme pour tout le monde là, autour de la table, c'est que les confinements à répétition ont radicalement changé la manière même dont les acheteurs considèrent un service, une plateforme, etc. Et nous, on s'en sert souvent, mais en gros, c'est 70% du chemin d'évaluation qui est fait complètement en ligne en self-service. C'est-à-dire qu'avant qu'un prospect contacte une société, même s'il y a d'énormes efforts faits du marketing pour attirer la bonne personne, en général, les gens sont quand même suffisamment autonomes et ils ont suffisamment d'informations à leur disposition pour faire une grosse partie du chemin tout seul. Et c'est vrai que la plupart des sales aujourd'hui, surtout en B2B, sont désarçonnés parce que l'attente de l'acheteur, elle n'est plus du tout la même en fait. Par écran interposé, en ayant fait un maximum de recherche avant avec du contenu riche, super bien fait, multimédia dans tous les sens, la première interaction avec un sales en général, ça peut être décevant. Enfin, c'est ce que nous remontent la plupart des acheteurs. On loupe le coche. Donc, l'opportunité du change pour les sales, c'est de se dire, OK, là, j'ai finalement le besoin de changer, l'opportunité de le faire en essayant d'impressionner mes prospects, enfin, les gens qui viendraient sur mon site ou sur un événement, en ayant déjà reconnu tout le chemin qu'ils ont fait avant. Et ensuite, en utilisant peut-être des outils et des méthodes un peu plus modernes en lien avec le marketing pour se dire, OK, profitons de ça, profitons que je ne sois plus à l'ancienne, à aller faire mes rendez-vous, à être en face-to-face pour essayer de me moderniser un peu, d'utiliser des outils, de comprendre l'analytics, d'arriver à fournir du contenu qui est riche, qui est on point et d'essayer justement de se différencier comme ça. Et nous, on le voit dans les équipes, on le voit surtout dans les équipes nos clients et nos prospects qui saisissent du coup la balle au bon et qui du coup permettent aux sales et au marketing de finalement arriver à bosser un peu plus ensemble et changer les habitudes qui avaient la vie dure, qui durait depuis longtemps. Donc là, ce que je comprends en fait de tous ces échanges qui étaient riches, je pense qu'il y a plein de points sur lesquels on va revenir. D'une part, on voit qu'il y a quand même un alignement qui est quand même assez instinctif. On sait que les deux équipes doivent travailler ensemble dans un but final qui est celui effectivement du closing, du chiffre d'affaires. Ça peut passer par la vitrine, la notoriété, par effectivement l'acquisition. On voit que les deux se donnent à fond sur chacun leur cœur de métier, le sales sur la prospection, le closing, le marketing qui produit beaucoup. Déjà, premier point que j'entends, c'est qu'il faut obligatoirement un outil pour gérer le contenu, pour éviter le côté c'est fouillis, la presse qu'on utilise elle est plus à jour parce que la personne l'a utilisée sur son ordinateur, qui laisse la main effectivement aux équipes marketing de pousser le contenu au bon endroit. Alors là, moi j'ai déjà sur ce point, je voulais revenir sur est-ce que c'est aux sales d'aller chercher le contenu qu'il a besoin au bon moment, ou est-ce que c'est au marketing de s'aligner sur le calendrier de prospection des sales pour aller leur pousser le contenu à utiliser? Je ne sais pas qui veut répondre déjà à cette première interrogation, le jeu de l'œuf ou la poule. Moi, je pense que c'est
l'un et l'autre et ni l'un ni l'autre en fait. Enfin, c'est-à-dire que... On va trancher aujourd'hui, on ne sortira pas de cette salle tant qu'on n'a pas tranché. Il ne faut pas que le marketing compte essentiellement sur les sales pour pousser l'info, et ni le contraire. Il faudrait que tous les deux, on se rejoigne sur ce point-là. Et c'est-à-dire que nous, le marketing, on doit mettre bien sûr à disposition tous les éléments, tous les contenus qu'on crée pour pouvoir, pour les mettre à disposition des sales qui puissent utiliser au quotidien. D'un autre côté, on a aussi besoin d'un retour des sales sur ces documents, enfin, pour être aligné avec le marché actuel, avoir vraiment une approche qui ne soit pas que centrée sur le produit, mais également sur le marché. Et pour ça, on a besoin d'avoir ce ping-pong qui est nécessaire sur tous les contenus concrets. En fait. Moi, typiquement, dès que je crée un contenu, que ce soit une présentation, un article de blog, etc., je le fais vraiment conjointement avec un sales. Et ça dépend du marché qu'il adresse ou de la cible qu'il adresse, mais je le fais toujours avec un sales pour avoir vraiment cette vision commerciale, vision du marché, les bons éléments aussi à mettre dans la présentation, quoi. Pour moi, le marketing doit quand même beaucoup s'adapter au processus de vente. Et pas forcément au moment dans l'année où on vend. Ça, c'est un autre sujet sur des campagnes, sur des cadences ou autres, mais au processus de vente. Et je trouve qu'on a trop souvent tendance à dire j'ai fait un super contenu, je l'ai mis dans Notion ou je l'ai mis dans une autre plateforme ou je l'ai mis ailleurs. Et les sales sont là, super, je vais aller voir pour les plus motivés. Ils le prennent, ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Il est bien fait en général, très joli, bien écrit, etc. Mais en fait, ils l'utiliseront peut-être à mauvais escient avec la mauvaise cible et au mauvais moment. Et pour moi, il y a un enjeu très fort dans la création de contenu, d'avoir une stratégie de contenu. Et que le marketing la démocratise, explique pourquoi ils ont fait ce contenu. Et quel est l'objectif de ce contenu? Est-ce que c'est pour du haut de funnel, pour générer de la notoriété? Est-ce que c'est pour faire de l'acquise sur le site, mais rien à voir avec une logique de closing? Est-ce que c'est vraiment pour closer? Et une fois que la stratégie de contenu elle est démocratisée, elle est claire, là, le sales, il sait où est-ce qu'il peut faire du pick and choose, en fonction de son propre processus et à quel moment il en est avec son prospect. Or, aujourd'hui, il y a trop souvent d'équipes marketing, toujours dans une logique un peu volontariste, qui va produire. Ça peut devenir en plus fouillis si on n'a pas les bons outils, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et le sales un peu abandonné, qui va se dire « Ok, génial, j'ai une montagne de contenu face à moi. Soit je me noie et j'oublie, en fait, s'il y a trop, je ne sais plus quoi faire. Soit j'y vais, je prends un truc, et le risque, c'est que je ne l'utilise pas au bon moment, ou pas avec la bonne cible, ou pas à bon escient, quoi. Donc il y a un vrai enjeu, à mon sens, de redémocratiser la stratégie de contenu par l'équipe marketing qui est en charge de ça, pour pouvoir l'inscrire dans le processus de vente, et que finalement ça ait complètement du sens, et que le sales comprenne pourquoi est-ce qu'il va être meilleur en utilisant ce contenu. Et ça, il y a souvent un peu cette démarche-là qui est oubliée, on se précipite dans la prod, et après on oublie finalement pourquoi est-ce qu'on a fait ce contenu-là, et in fine, il reste souvent sur étagère, où il est mal utilisé. Donc il y a un vrai enjeu de remettre du sens et de le démocratiser, à mon sens, dans la stratégie de contenu marketing. Mais ça serait quoi la next step? Parce que c'est comme remplir son CRM, par exemple. On sait que ça fait du sens, effectivement, de remplir son CRM, mais s'il n'y a pas d'action coercitive, parfois, c'est un peu difficile, même si tous les sales comprennent qu'il y a du sens, même si le market comprend effectivement que le contenu doit avoir un impact, effectivement, in fine commercial. Donc, comment, effectivement, on peut travailler ça au quotidien? Est-ce qu'on le travaille entre les équipes entre elles, avec un alignement par vertical métier entre le responsable marketing, le sales team leader, etc. Ou est-ce que ça doit partir du haut des C-level entre eux? Romain, est-ce que tu as un avis, toi, déjà sur la question? Si un prospect te pose la question, qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais? Alors, de un, je pense que l'approche top-down par le haut est essentielle, parce que ça ne peut pas se passer sinon. Mais ce qu'on voit systématiquement en ce moment, c'est qu'il y a un il y a un effet collège. En fait, il faut qu'une décision soit prise par... Là, on est à minimum, je pense, 10 ou 15 stakeholders pour un cycle de vente moyen. Et il faut que tout le monde soit d'accord, sinon, in fine, un produit, qui plus est un produit pour générer du change management et un changement d'habitude profond, va forcément échouer, à 90% de chances d'échouer. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que vous disiez tous les deux, d'ailleurs, c'est... et là, je vais prendre la casquette de sales et je vais défendre un peu les sales, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux sales de faire beaucoup de choses, en fait, beaucoup plus qu'avant. Ils doivent avoir une casquette copywriter parce qu'ils doivent être bons sur LinkedIn et sortir des super stories avec du super contenu. On leur demande d'aller prospecter, même si on n'a plus des bidias. On demande d'être chef de projet, chef de leur CEO de leur propre territoire, d'arriver à être bon en data analytics, de remplir le CRM parce que c'est important, et d'aller sur les salons. Et du coup, et en plus d'avoir comme je disais tout à l'heure, d'avoir des acheteurs potentiels qui sont déjà hyper informés, hyper éduqués,
des fois limite, je suis désolé de le dire, hein, je vais être un peu vulgaire, mais limite chiant. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça les pousse à être meilleurs, mais de l'autre côté, il faut se rendre compte que ça devient vraiment dur. Et donc, remettre au centre de leur métier ce qui vraiment génère de la valeur, ça peut être du contenu, ça peut être des stratégies, ça peut être des playbooks, c'est hyper important parce que sinon, l'alignement, il ne va pas avoir lieu en fait. L'alignement sales marketing, mais ça peut être avec d'autres choses, mais là, on parle surtout de l'alignement sales marketing. La valeur après du contenu, elle risque de passer un peu à la trappe parce qu'au final, il faut arriver à vraiment comprendre ce qui va leur apporter de la valeur relativement vite. Sinon, on va perdre l'adhésion. Effectivement, ça doit venir du haut, mais je pense que c'est hyper important que ça soit aussi transverse donc entre les équipes, entre elles, à leur niveau. Et pour rebondir sur ce que tu disais, tu as utilisé le mot coercitif tout à l'heure pour, par exemple, remplir un CRM. Moi, je trouve que Romain a vraiment raison. C'est-à-dire qu'il faut montrer quelle valeur ça apporte tout ce qui tourne autour de la vente. Le marketing en est le principal provider en général, pour montrer que ça permet d'être meilleur, plutôt que de le forcer à le faire dans une approche coercitive. Et bien souvent, le métier sales, c'est un métier qui est effectivement difficile. D'ailleurs, si tu demandes à des marketeurs s'ils veulent l'espace d'une semaine devenir sales, en général, personne ne lève la main. Même dans une boîte, en général, personne ne lève la main. Aller au produit, ouais, pourquoi pas. Aller à la tech, super. Aller au market, génial. Aller au sales up, on va se régaler. Aller au sales, personne ne lève la main. Et c'est effectivement un métier qui, je suis d'accord avec toi, qui se complexifie en fait et qui demande beaucoup de rigueur. Et la réalité, c'est que c'est tout sauf du bagou. Voilà, ça c'est fini. C'était à l'ancienne. Maintenant, c'est de la rigueur, de la méthodologie. Et plus on utilise les outils qui sont mis à disposition autour de la vente pour l'améliorer, et encore une fois, le market, c'est son job premier pour moi en interne. En externe, c'est de véhiculer une meilleure image de la marque, du produit, etc. Mais en interne, et je le dis souvent à mes équipes marketing, votre premier client, en fait, c'est les sales. Soyez vendeur de votre propre aventure en interne et tout le monde y adhérera. Et je suis d'accord, il vaut mieux vendre la valeur ajoutée, c'est le terme que tu as utilisé, plutôt que d'être coercitif sur tous ces sujets de processus. Remplir un CRM, si tu montres que ça a un intérêt pour être meilleur, le sales le fera. Si tu lui dis, si tu ne le fais pas, par contre, tu seras puni. Ça crée de la friction, ça crée de la contrainte. Et d'ailleurs, entre le marketing et le sales, la friction, elle vient souvent de là aussi. Faites ce que vous dit le marketing, mais pourquoi ? Faites-le, sinon vous serez puni. C'est ce qui crée aussi des frictions et des éléments de tension entre les équipes. Juste, après je te redonne la parole, Tina, j'aimerais avoir ton avis. Parce que là, on a un point de vue que je vais challenger aussi un peu, qui est très sensé, que peut-être vous avez déjà eu effectivement chez October, des réunions pour expliquer le travail de chacun, pour que chacun comprenne quel est le métier, que ça fait du sens d'utiliser le contenu, etc. Imaginons que ça ait déjà été fait chez October ou que ça va être fait. Est-ce que tu penses que de manière très opérationnelle, même si effectivement on met des nouveaux outils dédiés à ça, des outils sismiques qui permettent de vous donner le contrôle pour pousser les bons contenus au bon moment, que sans finalement bâton, sans carotte ou bâton, dans l'opérationnel, une fois qu'on est pris dans les problèmes effectivement du quotidien, ça va être appliqué. Parce que les beaux discours de oui, si effectivement on comprend le sens, on est tous dans le même bateau, on va à la guerre ensemble, c'est bien, mais est-ce que tu penses que dans l'opérationnel, ça peut être fiable ? Je pense que ça peut être fiable s'il y a un garant en fait de tout ça. En fait, comme on en parlait tout à l'heure, si ça vient du top management, ça peut être appliqué. Si par exemple on a régulièrement des réunions communes, des points, etc., pour vraiment être alignés, nous chez October on a un weekly tous les lundis où on a toutes les types d'opérations, donc marketing, sales, etc. Et là on met vraiment en confrontation tout ce qu'on a fait dans la semaine en termes d'opérationnel, au marketing et chez les sales, et on ajuste le tir si besoin. Donc là, je pense que du coup, c'est nécessaire et ça peut être appliqué. Donc je pense que c'est quelque chose de possible, je pense que c'est quelque chose de réalisable, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, les habitudes peuvent revenir, les habitudes des sales, d'être dans leurs petits papiers, etc., peuvent revenir en force, mais voilà, je pense que derrière, il faut que le marketing aussi, on pousse, comme on dit, on se vende aux sales. On vend notre marketing aux sales pour qu'ils comprennent qu'il y a vraiment une valeur derrière et qu'on doit être aligné pour atteindre nos objectifs qui doivent être aussi communs, quoi. Valentin, donc je te repasse la parole et je rajouterai à ton intervention la question suivante. Est-ce que ça te plaît
quand Tina te dit, en fait, on va faire des réunions. Je sais que les sales, on adore les réunions, on a des réunions, des revues de pipe, des réunions de prospection, des réunions de closing, des réunions de formation, des réunions de remplissage de CRM. Ça te plaît ça comme réponse? On va faire des réunions pour se réunir? On préfère faire des réunions avec nos clients plutôt qu'en interne, c'est vrai, c'est évident, mais je la rejoins. Alors nous, on n'a pas un weekly chez Lemonweb, on a un monthly marketing sales pour s'aligner sur les actions en cours, sur la production de contenu, sur les actions, les go-to-market qu'on est en train de faire. Après, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur un go-to-market, la sortie d'un nouveau produit, je pense que c'est plutôt marketing qui doit gérer cette approche du marché et venir avec une boîte à outils auprès de l'équipe sales. Et voilà tout ce que vous avez. Voilà comment vous allez l'utiliser et je vous donne les armes pour aller ensuite prendre ces éléments et les vendre auprès de vos clients. Et il y a une fonction que je trouve assez intéressante, c'est product marketing en interne où on a cette vision produit, cette vision marketing, cette vision commerce pour réussir à créer cette toolbox qui sera effectivement storée dans Notion. Et ensuite, moi en tant que team lead, ça me permet d'avoir cette vision globale, de m'être aligné avec ma responsable marketing et de dire ok, on y va, on a tous ces éléments. Le sales doit être impliqué dans cette création de la toolbox parce qu'après on se retrouve peut-être trop souvent parfois avec des slides. Moi je présente ça à un client, il va me dire ok, c'est bien, tu m'as présenté ta features, mais c'est où ta unique selling proposition, elle est où en fait? Et c'est un super deck, mais j'arrive pas à vendre avec. Et c'est là où il faut cet alignement en amont pour réussir à produire du contenu. Et effectivement, le contenu aujourd'hui, je te rejoins. Moi, j'ai des clients qui arrivent qui sont parfois presque autant experts que moi. Enfin, parce que tu peux lire partout les éléments de différenciation entre mon offre et l'offre concurrente. Et donc, on a absolument besoin effectivement du marketing avec une vraie approche produit très experte pour pouvoir nous aider ensuite à aller vendre sur les marchés. Ouais. Ok. Après, un contenu ne fait pas vendre non plus. C'est-à-dire que je pense que les supports marketing sont des aides à la vente, ça ne remplace pas un sales. Donc, et souvent les sales, ils ont le sentiment, tu vois, je fais un peu provoque exprès, mais de dire ouais, mais le contenu, il ne m'a pas permis de vendre. En fait, c'est normal, c'est toi qui vends. C'est toi en tant que sales qui vends. En revanche, le contenu t'aide à vendre mieux, à vendre plus éventuellement, mais c'est toi qui vends. Et ça, il y a aussi souvent ce côté un peu baguette magique de ce que fournit le marketing, que ce soit des leads ou que ce soit du contenu, qui n'est pas toujours réaliste. Ça, c'est vraiment un point où aussi il faut un peu clarifier les attentes, en fait. Et à un moment donné, le marketing, et j'aime bien le rappeler aussi aux équipes sales, que ce soit les leads, que ce soit le contenu, que ce soit les opérations de social selling, n'importe quelle action du marketing, c'est des éléments qui vont nous aider à effectivement être meilleurs, mais ça ne remplace pas le métier du sales. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est très important à bien rappeler aux équipes, quoi. Non, mais ça, c'est évident et c'est un outil d'aide à la vente. Et après, il y a des sales et le sales, il est formé et compétent pour effectivement avoir un argumentaire et puis faire son closing. Mais c'est vrai que parfois, je vois sur une presse marketing, il y a tous les sales qui changent les mêmes éléments de la même presse et qui vont le faire à chaque fois. Et là, je me dis, oh, la perte de temps, on n'est pas aligné, on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas la même typo, etc. Et je me dis, ouais, là, il faut un meilleur alignement et c'est le rôle aussi, ça doit remonter, effectivement, pour que ce soit bien inscrit dans l'équipe. Mais là-dessus, juste un petit aparté, un petit exemple de ce que nous, on essaye de faire. Et franchement, ce que tu évoques là, c'est quand même très, très fréquent, quoi. Le contenu qui est repris en main par le sales. Et, bon. Moi, ce que je demande aux équipes market, c'est quand ils lancent un nouveau contenu vraiment dans le processus de closing, pas un contenu pour un blog, ou vraiment dans le processus de closing, donc dans les mains d'un sales, au moment où tu le lances, c'est comme un produit en quelque sorte. Donc tu vas d'abord le pitcher au sales. Et donc il faut faire l'exercice de pitch. Et ça, c'est hyper difficile. Parce que demande à un marketeur de pitcher comme si c'était un sales, pourtant dans un environnement interne, c'est quand même bienveillant, c'est un exercice qui est hyper dur. Et donc, de pitcher déjà en utilisant ton contenu. Et en général, quand tu fais ça, la première fois, l'équipe market, elle repart en disant bah, merde, en fait, le contenu, il n'est pas bon, quoi. Et tu n'as même pas besoin des équipes sales. En fait, c'est face aux sales, tu te rends compte que ça ne marche pas ce que tu as produit. Et donc, quand tu commences à mettre en place ce genre de routine, en fait, les sales, le marketing se rend compte, c'est un peu ce que j'évoquais au début en parlant d'être un peu in the shoes de l'autre, quoi.
il se rend compte qu'il y a des besoins bien spécifiques pour aider à closer. Et ça peut aider à éviter que le sales reprenne en fait, ce contenu à chaque fois pour se le réapproprier, perte de temps, hétérogénéité du discours, etc. Et donc il faut faut forcer les équipes market à se mettre en difficulté là-dessus et à pitcher en interne comme s'ils étaient à la place d'un sales l'espace d'un lancement de contenu, quoi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que, du coup, que les arguments de base de cette présentation viennent des sales et ce serait beaucoup plus simple du coup d'orchestrer après la présentation et de pas avoir du coup cette sensation qu'on nous en fait quand on crée un contenu comme pour closer une présentation on pense qu'on a les bons arguments, on les met en place, on fait un truc joli, on fait un truc synthétique, etc. Peut-être trop synthétique, pas assez synthétique. Voilà, on a des retours et au final, les sales prennent la présentation, changent de leur côté des éléments. On se retrouve parfois parce que quand on dit on partage toutes les présentations sur le même Notion, avec 5 présentations différentes d'un sales, de l'autre, même entre eux, ils n'arrivent pas forcément à se coordonner ou à s'écouter. Et du coup, c'est vrai que je pense que là, il y a clairement un problème d'alignement et il faut s'écouter. Et peut-être que ça devrait aussi venir un peu plus des sales dans le sens où vous savez comment vous adresser en général au moment du closing au client. Donnez-nous ce que vous dites à l'oral, on le met sur un support. Une question que ça m'évoque justement, parce que en fait, quand je vous écoute, on se rend compte qu'il y a une grande technicité, à la fois bien évidemment dans le sales, mais aussi sur le marketing. Vous passez beaucoup de temps à développer beaucoup de contenu et d'autres choses, des événements qui permettent effectivement d'aller jusqu'au closing. Ça nécessite de chaque côté une expertise très pointue. On voit que quand même le contenu est quand même beaucoup utilisé sur de l'entrée de pipe, sur de la prospection, sur de l'ouverture de besoins. Je me pose la question suivante, j'aimerais bien avoir votre avis et ton avis, Romain. Est-ce que tu ne penserais pas finalement que les équipes SDR, BDR devraient être justement liées au CMO, au marketing, pour qu'il y ait cette complémentarité qui soit faite et qu'une fois que le rendez-vous est pris, là, ça repasse sur le sales et que justement un outil comme Sysmic permette de faire cette passation et la formation des deux équipes. Alors avant même de rentrer dans l'outil, là j'enlève ma casquette 2 secondes, mais moi, dans le principe, j'aimerais bien que tout le monde soit une grande famille, qu'on s'aime tous, un peu en mode bisounours, ça serait top. Mais maintenant, je pense que le challenge, outre les OKR et d'avoir des objectifs alignés, c'est de bien comprendre ce qu'on attend vraiment d'une équipe BDR. Idéalement, moi, pour être tout à fait honnête, et c'est je pense, là où vont beaucoup de sociétés de SaaS aujourd'hui, c'est d'avoir une customer team. C'est-à-dire que les BDR, le marketing, les sales et après tout ce qui est support, enfin Customer Success Manager, soient en gros parfaiement alignés, qu'ils parlent le même langage, qu'ils aient les mêmes objectifs. Ça, c'est pour moi, c'est le rêve. Ce serait vraiment, je pense, la vision qu'ont beaucoup de fondateurs et de cofondateurs de boîtes de SaaS aujourd'hui. Et on peut en parler, mais je pense que c'est un peu le Graal. Maintenant, le problème, et encore une fois, plus que les outils, c'est comment on fait pour arriver à aligner à la fois des process et des people pour qu'ils soient vraiment tous à la fois rémunérés, récompensés ou, sans tomber dans la coercition, mais plus ou moins pénalisés, pour justement driver les bons comportements. Parce qu'à ce moment-là, si je dois mettre les pieds dans le plat et qu'on doit stéréotyper, moi j'adorerais que les sales fassent des présentations PowerPoint et qu'ils les montrent au marketing. Je pense qu'on rigolerait en vrai, ça serait assez drôle. Et à l'inverse, je pense que si on prend des équipes BDR et qu'à un moment donné, on leur demande de closer des deals et pas juste de prendre des rendez-vous, de qualifier des leads, le narratif s'inverse et la logique s'inverse et tu t'aperçois vraiment, encore une fois, pour se mettre dans les chaussures de chacun, que finalement, même si on a tous les mêmes objectifs, on a des métiers hyper différents et qui se spécialisent encore plus. Donc, j'aime bien prendre ça sous le prisme du changement, effectivement, des habitudes, des objectifs et surtout de la manière dont les gens se parlent, avant même de parler de plateforme. Bien entendu, les plateformes sont top et voilà, je suis aussi là pour dire qu'il y a des plateformes qui sont super sur le marché, sans parler de la mienne en particulier. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est d'avoir à la fois un langage commun et des objectifs communs. Et je pense que ça, c'est hyper dur. Pour le coup, c'est vraiment très, très dur. Et peut-être juste pour compléter les objectifs communs, hormis les OKR, etc., il y a aussi une question de quel objectif ou quel modèle de rémunération ou d'incentive, que ce soit de l'argent ou que ce soit autre chose, on met dans les équipes. Et nous, chez Celle-ci, on fait en sorte que chaque équipe est également incentivée sur l'étape d'après du funnel.
Donc les équipes market sont incentivées sur non pas uniquement le nombre de leads ou le trafic sur un site, mais sur le nombre de démos que ça va générer derrière. Les équipes SDR sont incentivées sur un peu du closing. Les AE sont incentivés aussi sur ce qui va se passer dans la vie du client. Et donc d'essayer de projeter, de sortir un peu chacune des équipes de leur précaré et de faire en sorte qu'elles prennent un peu de hauteur sur ce qui se passe après et finalement de les incentiver sur l'impact durable qu'ils ont eu au moment du processus client ou customer cycle, quoi. Et ça, c'est un élément aussi qui permet d'impliquer les équipes dans ce qui se passe après qu'ils aient eu un impact dans le processus. Je comprends. Tina, tu serais d'accord, toi, d'être incentivé sur le taux de transfo, par exemple, alors que tu n'as pas la main dessus, finalement? C'est vrai que j'ai pas la main dessus et c'est vrai que parfois c'est frustrant quelque part de ne pas avoir la main dessus. Après, je trouve ça assez cohérent parce que finalement, on a quand même un objectif commun qui est le CA et chez nous, il est aligné sur beaucoup la performance des sales. Donc, quelque part, d'être incentivé sur le taux de transfo, je trouverais ça pas bête du tout. Et si on peut également le relier à nos campagnes marketing, encore mieux. Donc, avoir un objectif commun, des OKR communs, oui, je suis complètement d'accord. Top. Tu serais d'accord avec ça, de lâcher une partie de ta marge, de ton variable, aux équipes market? Nous, on l'a déjà mis en place avec une équipe SDR qui a des objectifs de leads qualifiés. Et donc, d'une certaine manière, s'ils veulent atteindre leur objectif de leads qualifiés, il faut que ces leads arrivent depuis le marketing. Et donc, ça veut dire aussi aider le marketing à faire des bonnes campagnes, etc. Et donc, le funnel, en fait, est assez bien organisé aujourd'hui. Même si effectivement on aurait besoin peut-être d'outils pour continuer à nous aligner. J'aime bien quand tu dis sortir du précaré, nous on essaie de le faire avec inviter le marketing à venir sur nos calls sales. Et franchement, à chaque fois, c'est « Ah ouais, c'est énorme, j'ai appris plein de trucs, on va changer ça, etc. » Et donc, on essaie de se mettre un peu un recurring. Et en fait, ce n'est pas que le marketing, même c'est le produit chez nous qu'on invite. Comme ça, tout le temps, en début de mois, on se dit « Ok, toute la team invite sur ces meetings la team pour que on puisse voir comment ça se passe réellement en face du client. » Et je pense que ça fait partie de l'alignement qu'on essaie de mettre. Mais donc, effectivement, nous, on a des objectifs de closing. Il faut qu'il y ait des objectifs pour tout le monde qui soient liés et qui se tiennent ensemble pour le même résultat. C'est en fait dégager du CA in fine. Le même but, en fait, au final. De toute façon, effectivement, toutes les équipes dans les sociétés ont le même but. Mais c'est vrai que tu peux avoir des équipes plus ou moins interdépendantes. Et c'est vrai que les équipes sales et marketing, c'est quand même un pilier fondamental. Une boîte est structurée pour vendre. C'est ce qui lui donne l'oxygène. C'est ce qui lui permet effectivement de faire des programmes de carrière, d'aller disrupter l'actualité marché. Et ton point de vue sur le fait de dire que les SDR, BDR seraient sous un CMO et non pas sous un Head of Sales? Qu'est-ce que tu en penses? On a testé les deux, pour être honnête, chez Lemonway. Aujourd'hui, BDR est plutôt côté sales. D'accord. Et en fait, désormais, on a notre directeur commercial et directeur marketing. Donc, on a la même direction et donc un alignement du haut. Et je pense que c'est franchement essentiel pour pouvoir avoir toute l'équipe en dessous. Et donc, le marketing et les sales, on est dans la même équipe. Donc, quand on commence un meeting sur la revue des KPIs, la première chose qu'on voit, c'est le nombre de deals qu'on a closés, parce que c'est un objectif commun, et le CA généré. Donc, je suis assez fan de ce nouveau poste que tu as. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Justement, sur ces postes un peu de CRO, RevOps, qui a comme objectif de réaligner ces équipes-là, et d'autres choses aussi, mais on va se concentrer sur les équipes sales et marketing. C'est important à partir de quelle taille critique, finalement, parce que sur des 20 collaborateurs, est-ce que ça a du sens d'avoir un CRO? Est-ce que ça ne fait pas tout le temps des surcouches managériales, d'avoir des fonctions transverses? On ne sait plus très bien à qui remonter les problèmes. Est-ce qu'on remonte ça au Head of Sales, au CMO, au CRO, au RevOps, au SalesOps, au Sales Enabler? Comment on s'y retrouve un peu dans tout ça? Si on fait un rapide tour de table sur ces questions-là, je serais très curieux et je pense que ceux qui nous regardent aussi, très rapidement, Maxime, et puis on fera le tour.
C'est difficile de mettre un chiffre, ça dépend beaucoup des business de chacune des boîtes. Moi, si je prends un autre exemple, comme ça, moi, je peux. Voilà, nous, moi, dans l'équipe, on est 50, un peu plus de 50, donc qui rassemble le marketing et les sales. Dans les sales, il y a des SDR et des account exécutives. Et je pense que ça commence à être effectivement une taille qui nécessite de l'alignement. Après, l'alignement, on est deux et c'est déjà difficile parfois de s'aligner, mais je te rejoins, ça ne sert à rien de créer de l'over-engineering quand on est une équipe finalement assez restreinte. Nous, on est donc 50 juste sur ces services-là. Si on rajoute le Customer Success, ça fait un peu plus. On est à peu près 200 dans la boîte là aujourd'hui et on est sur plusieurs sites. Donc ça, c'est aussi important parce que forcément, il n'y a pas que l'aspect travailler ensemble dans les métiers, il y a aussi l'aspect géographique, il y a l'aspect de taille et également et d'organisation et de processus. Donc ouais, je pense qu'à partir d'une équipe de entre 30, à partir d'une trentaine de sales et market, ça peut avoir le coup d'avoir des enjeux très forts, d'organiser le travail ensemble en fait, pour être clair. Moi, je pense que ça peut commencer même plus bas, en fait, sur un niveau différent. Nous, chez October, par exemple, on a un COO France, Maxime, qui gère toute la partie origination. C'est ce qu'on appelle chez nous, c'est ce qui rassemble en tout cas la partie marketing, sales, crédit et ops. Donc tout ce qui va générer en fait des leads entrants de prêts et qui va être tout le processus de funnel pour convertir donc ces leads en emprunteurs. Et en fait, d'avoir cette personne-là au-dessus de nous, ça nous permet vraiment de nous aligner sur tout plein d'aspects, que ce soit sur la partie acquisition, mais aussi transfo, et derrière, génération de contrats, etc. On a vraiment tout le processus qui est sous une seule personne. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et au final, on n'est qu'une quinzaine. Mais d'avoir tout le monde aligné sur les mêmes enjeux, les mêmes perspectives et les mêmes problématiques, ça nous permet de vraiment prioriser les choses à mettre en place chez nous. Je comprends. Super. Je pense, ouais, c'est plus qu'une question de taille, c'est aussi une question d'ambition. Alors nous, chez Seismic, au global, on est un peu plus de 2500 maintenant. Donc j'ai tous les layers que tu as cités, Sales Enablement, RevOps, SalesOps. Mais je pense que c'est important, effectivement, par rapport au géo et à l'ambition de la boîte. C'est-à-dire que si l'ambition de la boîte, c'est de grossir très vite, en acquisition de people, en acquisition de clients, etc., il vaut mieux avoir une structure déjà super organisée à la base, parce que ça te permet de scaler en bon français, mais ça te permet de scaler vite et de manière non chaotique. Parce que ce qu'on voit beaucoup aussi dans le milieu de la tech, c'est qu'à un moment donné, l'hypercroissance, ça a aussi un effet néfaste sur le fait que de ne pas avoir ces layers, de ne pas avoir pensé à un sales ops, de ne pas avoir pensé à un revenu ops, etc., plus tard, tu as de très gros problèmes, même si tu es 150, 200 dans la boîte. Et ça devient très vite ingérable. Donc, j'ai envie de dire, vaut mieux matricier, enfin avoir la structure matricielle dès le début, peut-être si vous êtes 50, 15, 20, 50, et au moins derrière, c'est plus facile de grandir, plutôt que d'y penser à rebours en se disant oh là, ça commence à devenir vraiment très compliqué, on en a partout, c'est plus dur. Et ça va poser beaucoup plus de challenges. Donc à choisir, je préfère être en layer matricier dès le début et ajuster après plutôt que d'y penser une fois qu'en gros il est déjà un peu trop tard. Et je veux juste préciser que du coup nous c'est France, c'est que France pour la partie Ocean dont je parle, et que dans chaque pays on a à peu près le même système du coup. Ok, vous êtes organisé à l'international, vous retrouvez à peu près à chaque fois le même scénario. C'est ça, exactement. Okay. Oui. Ok. Et oui, tout à fait d'accord. Enfin, faut avoir cette organisation. Nous, on a une organisation surtout de team lead, et donc avec une remontée du terrain, bien comprendre comment on fait parvenir l'information top-down et aussi entre les différents team leads, donc avec des alignements récurrents, mais se laisser aussi une certaine flexibilité. Les Monway, on est en train de croître là d'environ 40%. Donc, en fait, on a des réorgs qui sont un peu tous les semestres, tous les ans, et de se laisser cette flexibilité et un peu innover aussi dans la manière de conduire l'équipe sales. Je trouve que le CCO, les Monway, arrive à le faire assez bien. En tout cas, ça fait 4 ans que je suis là et on a changé plein de fois d'orga. Et finalement, on réussit à aller vers nos objectifs communs. Alors, je vais jeter un pavé dans la mare, mais c'est vrai que on remet des nouveaux noms de métiers, CRO, Sales Enabler, etc. Parce que ces dernières années, on a eu tendance à surspécialiser les équipes et à beaucoup les siloter. Mais si on
On revient 15-20 ans en arrière, on avait le bon vieux poste directeur commercial et marketing, où finalement on savait déjà à l'époque que les deux étaient complètement liés et que c'était difficile finalement de ne pas avoir quelqu'un qui peut superviser ces sujets-là. Et ça m'amène d'ailleurs à un autre sujet qui parfois structurellement peut amener à des impacts de désalignement, c'est la gestion des budgets. C'est-à-dire qui dit objectif commun, qui dit langage commun, dit aussi budget commun. Or, on le voit, et peut-être tu as plus d'insight que moi, Romain, mais quand tu dois vendre une solution comme Sismic, en gros, les budgets, tu les tapes chez qui? Est-ce que tu les tapes au market? Est-ce que tu les tapes au sales? Finalement, très souvent, les directions commerciales n'ont pas trop de budget. Tu as des interlocuteurs dans tous les sens. En vrai, comment ça se passe quand on veut travailler ce sujet-là? Tu as répondu effectivement à la question. En général, les sales n'ont pas de budget, surtout pour des outils ou des process. Donc, c'est vrai qu'on va plus naturellement vers des départements marketing. C'est en passant un truc que j'ai vu changer là au cours des 6 derniers mois, c'est qu'aujourd'hui, pour tout investissement aussi peu significatif soit-il, le nombre de personnes impliquées est juste hallucinant. Et je pense que c'est aussi extrêmement dur pour le marketing et les sales de s'adapter à ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut vendre limite à toutes les directions pour arriver à faire un semblant de changement. Donc, j'aimerais bien revenir il y a 15 ans où tu as une seule personne qui a tous les budgets en sales et marketing et tu t'évites trop de problèmes. La réalité aujourd'hui, c'est que tu es obligé de t'adapter à la matrice, même chez tes prospects et chez tes clients. Et que, en fait, en vrai, tu es obligé de parler à plein de gens et aller taper du budget un peu partout pour avoir ce consensus dont je parlais au début. Et ça, par contre, c'est nouveau et je pense que ça va rester. Hein. Et le CRO, justement, excuse-moi, je t'ai coupé, le CRO, un poste de CRO, c'est pas le rêve maintenant pour toi? Maintenant que tu as un interlocuteur très bien identifié. J'ai une commission sur les ventes que je fais aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est vrai que même en tant que CRO, je suppose qu'à un moment donné, si tu as un projet d'envergure, tu vas devoir aller chercher l'approval du CFO, du CEO, peut-être d'un CEO quelque part, et que sans ça, peut-être pas la latitude de faire exactement ce que tu veux. C'est toi qui portes les budgets, sales et market? Ouais. Okay. Et justement, je pense que c'est un des points fondamentaux. Moi, quand on me demande souvent quel est mon objectif, moi, ce que je réponds, c'est pas juste de générer du revenu, quoi. Et c'est l'intérêt d'avoir rassemblé les équipes qui portent les coûts d'acquisition, c'est-à-dire le marketing, et les équipes qui développent le revenu, c'est-à-dire les sales. Et donc, in fine, moi, j'ai un objectif de croissance durable, idéalement, et rentable. Et ça, c'est un des points. Et surtout, je pense, vu le contexte macroéconomique de la tech en ce moment, et je pense que c'est un secret pour personne, la rentabilité est évidemment dans nos actions un point important. Et c'est tout l'intérêt de rassembler aussi ces deux univers du marketing et des sales. Il y en a un qui porte des coûts et qui essaie d'apporter de la valeur, et l'autre qui transforme cette valeur en revenus. Donc, c'est un point qui est très important. Et d'ailleurs, c'est aussi un élément qui différencie souvent le mindset des sales et du marketing. Le sales va souvent dire « Pourquoi vous ne faites pas ci? Pourquoi vous ne faites pas ça ?» Ça paraît simple. Pourquoi il faut 2 ans pour ça? Enfin, 2 ans, c'est une expression, mais pourquoi il faut... Et le marketing va toujours se ramener à une logique presque de business model ou de PNL. Alors, si je fais ça, ça va me coûter tant, mais ça va ramener combien? Tu vas me ramener combien si je fais ça? C'est une approche théorique, analytique beaucoup plus complexe qu'un sales qui a un pragmatisme beaucoup plus fort. Et c'est d'ailleurs une de ses forces en général. Et donc, l'intérêt de rassembler également ces équipes dans une même direction, c'est ça. C'est d'avoir aussi une vision de l'ensemble du coût d'acquisition dans sa performance d'acquise et dans les moyens associés à cette acquisition. Ça marche. Tina, excuse-moi, je t'avais coupé, tu voulais rebondir? Non, je suis complètement OK sur ça, en fait. Et du coup, je pense que oui, il y a beaucoup d'interlocuteurs parce que la rentabilité, tout ça, ça devient un enjeu important pour beaucoup de teams, en fait, au final. Et aussi pour beaucoup de levels, les C-levels, pour la direction, etc., qui veulent être impliqués dans le budget parce que dépenser 1 euro maintenant, ça ne rapporte pas forcément 1 euro. Donc voilà, faut vraiment gérer le budget de manière assez précise. Et du coup, moi, je le vois en ce moment parce que je suis en train de faire les budgets et ça prend vraiment un temps de fou. Parce qu'après, il faut aussi parler à différents interlocuteurs. Moi, du coup, je gère le budget marketing et j'inclus dedans des dépenses pour les sales, j'inclus dedans des dépenses pour le produit si on veut faire des events produits. Voilà, j'inclus dedans pas mal de coûts qui reviennent en fait sur le budget marketing. Et au final, du coup, si on a des dépenses de ce type-là, il faut aussi en parler du coup, à énormément de teams en interne, quoi. C'est sûr, hein, c'est plutôt market qu'à l'enveloppe. Et sauf qu'il y a un super travail, en tout cas qu'on fait nous chez nous, c'est
En gros, nous, sales, on sait qu'aller sur cet event, ça va nous ramener du lead. Et sauf que l'enveloppe, elle n'est pas chez moi, elle est chez marketing. Et du coup, il y a presque un travail en commun d'aller vendre l'idée. Et là, pour le coup, je suis clairement d'accord. Maintenant, c'est CFO. Même dans la tech, dans des produits SaaS, nous, on a parfois, on veut mettre en place un produit d'automation sur du lead, on a besoin des techs. Donc, il faut aller parler au CTO pour se dire, OK, est-ce qu'on met ça dans la roadmap, etc. Donc, ça fait tout un sujet, mais on se retrouve pas mal en se disant, OK, on a fait cet event, mais du coup, on en a tiré quoi en termes de revenus? Parce que est-ce que l'event, il est profitable? Et donc, effectivement, il y a des logiques de l'enveloppe, est-ce qu'elle est bien dépensée? Est-ce qu'on refait cet event? Est-ce qu'on refait cette action? Et c'est assez marrant à piloter ensemble, mais très difficile à faire le budget en début d'année. Ouais. Alors malheureusement, ça sera peut-être quasiment le mot de la fin, parce qu'on papote, mais ça fait longtemps qu'on papote. Il y a énormément encore de sujets à explorer. On a déjà pas mal de pistes, effectivement, de solutions. On a compris que la communication, comme très souvent, la communication est clé, la compréhension des enjeux, les budgets, les OKR, le shadow, la montée en compétences des deux équipes sur les métiers de chacun. Tout ça fait partie, effectivement, de leviers qui permettent de réaligner le sales et le marketing et qui va nous permettre justement de continuer ces stratégies de croissance, voire même de croissance, et en tout cas d'assurer une vraie rentabilité, parce que c'est ça aussi derrière, on a nos équipes, il faut qu'elles fonctionnent, et c'est un peu comme en aviron, c'est-à-dire que si on a qui rame fort et l'autre rame aussi fort, mais un peu plus fort, finalement le bateau il part pas droit, donc il faut toujours ramer à la même vitesse. On a parlé beaucoup de choses qui n'allaient pas, j'aimerais quand même qu'on finisse sur une touche positive, donc ce que je vous propose pour finir, c'est de faire un tour de table, où chacun vous allez donner un compliment à l'équipe qui est en face. Donc Maxime, je te laisse commencer, est-ce que tu peux nous donner un compliment que tu aimerais faire aux équipes, par exemple, aux équipes, à tes équipes sales, voilà, de celle-ci. Un compliment. Pragmatisme. Pragmatisme, c'est très beau. Tina, un compliment aux équipes sales de chez October. Très aligné sur le marché. Superbe. À mon directeur marketing résilient, il est incroyable. Et heureusement, heureusement. C'est avec toi, il faut du courage. Essaye pas trop. Top. Valentin. Vincent, on la refait. Ça va arriver. Je t'ai attendu pendant 1 heure. Créativité, innovation, et c'est vrai que chez nous, ça lâche rien. Au market, ça travaille très dur, et donc ça fait plaisir. C'est top. Merci pour eux. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur le média We Are Sales de DCS. Un grand merci à chacun, effectivement, de nos intervenants qui ont pris de leur temps pour nous partager leur quotidien, leurs expertises. Merci Maxime, merci Tina, merci Romain et merci Vincent. Tu vois, cette fois-ci, je me trompe pas. J'ai été vraiment ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. J'ai moi-même beaucoup appris sur le sujet. Un grand merci aussi aux équipes marketing de Dreamcatcher Sales qui ont organisé ce talk. Je ne vous cache pas que demain, 9h, réunion, salle de réunion, pour reparler alignement sales et marketing, puisqu'on va modifier certaines choses chez nous, bien évidemment. Encore une fois, un grand merci et on se retrouve très vite pour de nouvelles actualités sur le sales B2B.